Les Jeux paralympiques se déroulent à Rio au Brésil, à l'absence des athlètes paralympiques russes suspendus pour dopage par le Comité international paralympique. Entre-temps, en France, Jérôme Cahuzac accuse les morts. L'ancien ministre français chargé du budget a déclaré avoir financé les activités politiques de Michel Rocard, pourtant décédé en juillet 2016. Le tour de l'actualité mondiale n'épargne pas le Gabon, qui reste englué dans une crise post-électorale sans précédent. Voilà qui constitue le menu de l'actualité internationale de cette semaine sur CamNews 24. Bienvenue à tous. Et j'accueille à l'instant le journaliste consultant, spécialiste des questions internationales, Ghislain Kougan. Bienvenue chez nous, chez vous. Le plaisir est partagé, Donald, et merci pour l'invitation. Rendons-nous donc au Gabon qui vit la première défection de haut niveau dans l'entourage d'Ali Bongo Ndimba. Séraphin Mundunga, également président du parti au pouvoir, a annoncé sa démission alors que l'adversaire d'Ali Bongo et ses soutiens contestent toujours la réélection du président sortant. La France, par la voix de Manuel Valls, soutient l'idée d'un recomptage des voix. Alors, Ghislain Kougan, Séraphin Mundunga était pourtant jusqu'ici une des personnalités politiques les plus proches d'Ali Bongo. Comment comprendre sa démission? Je pense que sa démission s'inscrit dans la lignée d'un ensemble de mouvements qui sont aujourd'hui orientés dans le sens peut-être de faire pencher la balance, l'on le souhaite ou non, d'un côté comme de l'autre. Mais ici, effectivement, quand on écoute son discours, il ne prend pas radicalement parti pour l'opposition, même si l'acte qu'il pose vient renforcer l'opposition dans sa démarche. Mais il convient, pour relativiser tout cela, de préciser l'appartenance aussi, si l'on veut, aujourd'hui, je dirais plus idéologique, puisque sur le continent africain aujourd'hui, la plupart de militants qui clairent la porte des partis politiques ne le font pas forcément sur une base idéologique, c'est beaucoup plus sur des questions d'opportunité. Alors j'en viens maintenant à la démission de ce ministre pour préciser qu'il a comme mentor politique Guy Zouba Dama, qui était l'ex-président de l'Assemblée nationale. Guy Zouba Dama, que tout le monde le sait, a claqué la porte du PDG, du pouvoir, pour aujourd'hui aller avec l'opposition. Donc on peut donc comprendre que son poulain puisse le suivre. On peut même pousser la lecture plus loin pour peut-être tenter d'y voir une stratégie qui avait été planifiée au départ. Peut-être qu'il y avait eu un arrangement entre Guy Zouba Dama de partir d'abord du gouvernement et de laisser le ministre qui démissionne aujourd'hui être un peu, entre guillemets, comme le traître au sein du parti d'Ali Bongo et du pouvoir pour à la dernière minute. Peut-être que le parti d'en face avait prévu tout cela et celui qui démissionne aujourd'hui était, je reviens, peut-être le pion de l'opposition au sein du pouvoir en place. Et aujourd'hui, le geste qu'il pose sur le plan symbolique crédibilise, si l'on veut, apporte une nouvelle preuve, si on veut, de ce que le parti au pouvoir aujourd'hui a encore acculé, mais il faut être suffisamment regardant et avoir beaucoup plus de retenue pour analyser cela au-delà de la démission de ce militant, de ce désormais ex-militant, puisqu'il claire la porte du PDG aussi, pour voir sa filiation, pour comprendre qu'il est le sous-fifre de Guy Zouba Dama, qui lui aussi a claqué la porte du PDG un peu plus tôt. Décidément, même l'entourage d'Ali Bongo voyait Ping ravir le septennat. Peut-on assez nous dire qu'un complot a été ourdi contre Ali Bongo bien avant même la tenue de cette élection? Possible, mais je ne suis pas d'avis avec vous que même l'entourage d'Ali Ben Bongo voyait Jean-Pierre remporter l'élection présidentielle. Je vous ai dressé la possibilité d'un tableau qui... Nous partons sur la base que le ministre de la Justice ait déposé sa démission. Et pourtant, il a été de tous les coups durant la campagne présidentielle et puis peut-être même les préparatifs de cette élection. Je suis d'accord avec vous, mais si vous faites une lecture que je qualifierais d'endogène, une lecture superficielle, ce qu'on voit, l'affichage politique, mais je vais plus loin pour vous faire comprendre qu'il faut aussi interroger cette démarche-là, pourquoi maintenant, et voir aussi l'affiliation du ministre qui démissionne avec Guy Zouba Dama, qui lui est un vieux briscard, qui a aussi claqué la porte. Et voilà, on peut donc comprendre cela, on peut mettre cette démission-là dans la continuité de celle perpétrée par Guy Zouba Dama. Maintenant, est-ce que
même au sein du parti d'Ali, ceux qui étaient là pensaient qu'il allait perdre. Si vous pensez que votre candidat va perdre, vous n'avez plus rien à faire avec lui, tout simplement. Sauf si vous voulez nous faire comprendre que le ministre de la Justice est un ministre perdant. Il évolue avec les perdants. Si vous savez que votre candidat, celui que vous soutenez, est un perdant, va perdre, je pense que vous prenez les mesures conséquentes. Je ne suis pas sûr qu'avant la campagne présidentielle, avant le scrutin présidentiel au Gabon, le ministre de la Justice s'est exprimé sur l'idée qu'il émettait une réserve sur la capacité du parti au pouvoir à remporter la présidentielle. Alors, est-il sérieux ce ministre de la Justice, bien que démissionnaire, qui demande le recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote, procès verbal par procès verbal, et ce en marge de disposition de la loi électorale? Séraphin Moudunga, comme les dieux de la mythologie, serait-il tombé sur la tête? La question se pose, évidemment. On comprend très bien qu'il y a eu des pressions pauvres, que ce ministre a dû subir des pressions ici et là. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul membre au sein du parti politique d'Ali Bongo, au sein du pouvoir, qui ne subit pas les pressions aujourd'hui. Maintenant, il faut avoir la capacité de rester fidèle à Ali Bongo. Peut-être que le ministre de la Justice a subi, on l'a eu à partir de son talent d'Achille, il y a automatiquement eu des arrangements, ça c'est clair. Maintenant, c'est pour ça que je pense que l'avenir nous le dira. Alors, le ministre lui-même reconnaît, quand il s'exprime, il parle de paix, de si. La paix, c'est aussi le respect de la loi. La paix n'entraîne pas aujourd'hui, pas moi, de boycotter la légalité, de ne pas de piétiner les textes de la République. Que dit la loi gabonaise? Vous l'avez souligné vous-même. La loi ne prédit pas une publication de résultats bureau par bureau. Bureau par bureau, ou bien voilà. le recomptage. Tout simplement. Alors, Ali Bongo, alors, qu'est-ce qui explique véritablement la position de cette France qui ne cesse d'exiger un nouveau décompte des voix? Y a-t-il anguille sous roche? Effectivement, qu'il y a anguille sous roche, puisque lorsque la France exige le comptage des voix, ça veut simplement dire que la France fait et cause pour un candidat. Sous le prétexte de faire revenir la paix. La paix aussi doit tenir compte des lois de la République gabonaise. Alors, il y a eu un consensus au départ. Si vous critiquez, vous ne pouvez pas au départ, avant une élection, être d'accord sur les modalités, et puis après l'élection, vous voulez qu'on puisse revoir ces modalités à partir desquelles vous avez décidé de concourir. Il aurait fallu que plutôt le candidat Ping puisse demander qu'on puisse intégrer, je sais pas moi, qu'on puisse... Mais cela n'aurait même pas été possible, puisque pour intégrer de recompter les voix bureau par bureau, il faut donc revoir la loi. Puisque la loi ne prévoit pas cela. Vous ne pouvez pas aller à une compétition en respectant les lois, en disant oui, puisque quand vous êtes candidat, ça veut dire que vous acceptez de vous courber par rapport aux lois qui sont prévues. Vous ne pouvez donc pas aller à la compétition et puis après les résultats qui vous sont défavorables, vous supprenez à voir non, il faut une nouvelle option qui n'a rien à voir avec les lois du Gabon. Qu'est-ce qui a changé entre 2009 et 2016 pour que la France discrédite l'élection présidentielle au Gabon? On se souvient que la France a soutenu Ali Bongo dans la dernière élection présidentielle. Beaucoup de choses ont changé dans la façon de gérer le Gabon. Il n'y a que depuis un ensemble d'années, depuis 2009, le Gabon transforme certaines de ses matières premières sur place. Il n'y a qu'aujourd'hui, le Gabon a fermé le robinet, a dû revoir ses contrats avec un ensemble de firmes françaises installées au Gabon. Je ne vais pas citer Total. Il n'y a que le Gabon a aujourd'hui diversifié ses partenariats et que la France n'est plus le seul, que dis-je, n'a plus 80% des contrats au Gabon. On peut citer encore beaucoup d'autres situations. Et cela n'enchante pas la France aujourd'hui qui connaît une situation économique difficile. Donc je pense aujourd'hui que je suis surpris que ce soit en 2016 que l'on découvre que c'est la dynastie Bongo qui gouverne le Gabon. On sait très bien que c'est depuis près de 30 ans aujourd'hui que le Gabon est gouverné, plusieurs décennies, que le Gabon est gouverné par la dynastie Bongo. Mais je suis surpris que ce soit en 2016, bizarrement, que la France se réveille et puis se surprend à constater que le Gabon est gouverné par une dynastie et qu'il faut
expliquer l'un des principes fondamentaux, que dis-je, fondatrices même de la démocratie, qui est l'alternance au pouvoir. Est-ce que l'alternance est uniquement patronymale? Est-ce que l'alternance repose uniquement sur le patronyme? L'alternance, c'est au niveau de l'idéologie. Et il ne me semble pas qu'entre Jean Ping et Ali Bongo, qu'il y ait une question d'idéologie, puisqu'ils ont été moulés dans... c'est des fabrications... Dans le PDG, tout simplement. PDG. Alors, je pense qu'il s'agit d'une question d'opportunité. Vous avez un candidat, Jean Ping, qui a battu campagne, en vous faisant comprendre qu'il était là pour un seul mandat. C'est-à-dire qu'à 73 ans, un mandat qui devait le conduire à 80. Alors, le gars ne voit pas comment est-ce qu'il pourrait, après 80 piges, revenir. Si, aujourd'hui, il est débouté, il n'y a plus une possibilité pour Jean Ping de piquer le pouvoir, même s'il faut aussi préciser qu'il a introduit le recours finalement. On va en parler. Ali Bongo serait-il prêt à violer la loi électorale pour contenter ses alliés d'hier? Ce n'est pas possible. Je pense que le président sortant l'a réitéré. Il a dit que céder aux demandes de la communauté internationale serait violer la loi de son pays, puisque la loi de son pays ne prévoit pas. Il a bien indiqué qu'il était donc de bon ton pour Jean Ping de se conformer aux lois. C'est la raison pour laquelle Jean Ping a introduit un recours, notamment auprès de la Cour constitutionnelle. Alors, sous quel prisme percevez-vous, en termes d'avantages et d'inconvénients, le recours déposé par Jean Ping devant la Cour constitutionnelle? Cette saisine du juge est-elle nécessaire pour Ping, qui déclare qu'il est le président de la République? Je pense que, premièrement, cela comporte des avantages dans le sens de la cohérence. C'est-à-dire qu'il faut se conformer aux lois de la République. Et vous savez très bien que c'est entre parenthèses, c'est une des conditions aujourd'hui que brandit la communauté internationale. Et moi, je suis simplement surpris, pas surpris, mais un peu ahuri de me rendre à l'évidence que lorsque vous écoutez l'opposition s'exprimer, qui en faveur du recomptage des voix, parler, exiger la présence d'experts internationaux et des membres de la majorité. Quand vous prenez les membres de la majorité, ça veut dire Ali Bongo. Vous prenez les experts internationaux, on parle d'experts internationaux, donc normalement ces experts-là ne doivent pas être acquis à la cause de quelqu'un. Alors, où sont maintenant les membres du parti d'opposition? Ça veut simplement dire que l'opposition estime que les experts internationaux sont acquis à sa cause, tout simplement, ce qui n'est pas normal. Donc, l'avantage, c'est cela. Le deuxième avantage, c'est que cela laisse, parce que quand on introduit le recours, la Cour constitutionnelle dispose de 15 jours pour pour proclamer les résultats. Alors, 15 jours, c'est suffisant pour espérer l'opposition, qu'on puisse mettre suffisamment la pression sur le parti au pouvoir pour que finalement, peut-être que la décision soit favorable à l'opposition, qui déjà critique l'impartialité de la Cour constitutionnelle. Donc vous allez à une compétition, mais vous critiquez déjà l'instance. Ça veut dire que même si vous sortez perdant, vous n'êtes pas capable d'accepter les résultats. En fait, c'est cela qu'il s'agit. On a le sentiment que Jean Ping est allé à l'élection présidentielle avec deux arguments. Premier argument, soit je gagne, soit je conteste. Donc je dois gagner à tout prix. Si je gagne, c'est normal au Gabon. La transparence, l'élection s'est passée suivant les logiques démocratiques. Mais si je perds, il faut revoir ces logiques-là. Donc à chaque coup, Jean Ping était gagnant. Quels sont les indicateurs qui laissent croire qu'il y a lieu d'espérer un retour au calme quelques jours après la proclamation des résultats? Je pense qu'il est difficile aujourd'hui, peut-être que le recours introduit par l'opposition avec ce délai de 15 jours va permettre aux différentes parties prenantes de discuter. Mais je pense qu'il y a un élément qui peut nous inquiéter, et c'est le fait que la délégation de l'Union africaine soit reportée. L'Union africaine ne viendra plus au Gabon. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'Union africaine n'a pas eu une garantie forte de ce que sa parole, sans son importance, aurait permis aux deux parties prenantes de discuter, parce qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui au Gabon, il n'est pas clair que les deux parties puissent débattre. Vous avez des gens qui estiment qu'il faut procéder au comptage des voix. Vous avez un candidat qui vous dit qu'il ne doit pas violer la loi de son pays. Et c'est bien qu'on introduit ce recours. Maintenant, il revient à la Cour constitutionnelle de proclamer le résultat final. Sauf que maintenant, au cours de ces 15 jours, il y aura effectivement des débats, il y aura des pressions, et je pense que tout va
peut-être ou sûrement se jouer au cours de ces 15 jours de médiation avec l'Union européenne, avec les États-Unis, la France et puis tout cela. Et je crains véritablement que l'on puisse ne pas percevoir ce qui est en train de se dessiner si on ne reste pas vigilant. Alors, une mission de haut niveau de l'Union africaine, conduite par Idriss Déby, était annoncée jeudi à Libreville. Elle a été reportée s'inédit selon le ministre gabonais des Affaires étrangères, qui l'a annoncé le même jeudi après-midi lors d'une conférence de presse. Raison invoquée, des questions d'agenda des chefs d'État. Cette actualité sur le Gabon est d'ailleurs susceptible d'évolution est à suivre sur Camille 24, la chaîne de toute l'actualité mondiale en continu. En France, les accusations de l'ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, qui a expliqué au cours de son procès avoir ouvert un compte en Suisse pour financer les activités politiques de Michel Rocard, ont supplie ses anciens collaborateurs. En France, le procès pour fraude fiscale de Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget, s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Il est jugé pour avoir dissimulé un compte à l'étranger alors qu'il était justement chargé du redressement fiscal de la France. Il encourt, avec son épouse Patricia Ménard, également jugé pour fraude fiscale et blanchiment, une peine maximale de 7 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Au premier jour de son procès, Jérôme Cahuzac a déclaré que son premier compte ouvert en Suisse en 1992 a servi à financer une possible campagne de Michel Rocard. Il assure cependant être certain que l'intéressé n'en savait rien. Et de dire, je le jure. À l'époque, le financement des partis politiques commence à être régulé en France et Jérôme Cahuzac affirme qu'on lui aurait expliqué que la seule façon d'aider était de façon occulte et parallèle. Avant d'aborder les accusations de l'ancien ministre du Budget vis-à-vis de Michel Rocard, peut-on prendre connaissance des faits ou alors des faits objets des poursuites judiciaires contre l'ancien ministre du Budget? Je pense que Jérôme Cahuzac, en février 2016, était devant les tribunaux français. Pourquoi? Pour fraude fiscale. Il était encore ministre de la République de, je crois, François Hollande. Donc, l'ex-ministre du Budget est accusé de fraude fiscale et de blanchiment. Donc, ce sont ces chefs d'accusation qui l'ont amené par devant les tribunaux. En réalité, ces avocats, en février 2016, ont demandé 6 mois, que l'on puisse prolonger de 6 mois, notamment le procès de Jérôme Cahuzac. Et ces avocats ont obtenu, notamment, des tribunaux qui ont transféré l'affaire à la Cour de cassation. Et la Cour de cassation, elle, avait donc 3 mois pour saisir la Cour constitutionnelle pour savoir si ce procès en pénal devrait avoir lieu pour que Cahuzac ne soit pas jugé 2 fois pour la même affaire. Parce qu'il faut préciser qu'il a déjà eu à payer 2,3 millions d'euros de dommages. C'est-à-dire que lui, il comparait avec son ex-femme, son avocat, son banquier suisse. Ils ont déjà payé 2,3 millions d'euros. Et ces avocats ont brandi l'argument selon lequel Jérôme Cahuzac était en train de régulariser sa situation avec le fils, le trésor public français. Et voilà. Alors, pourquoi Jérôme Cahuzac n'a-t-il pas fait mention du financement de ses activités politiques du vivant de Michel Rocard? La question se pose, tout le monde s'interroge. Je pense au départ, d'ailleurs, faut-il le préciser, il a d'abord nié les faits devant l'Assemblée nationale. C'est après qu'il est revenu sur sa décision et a démissionné du gouvernement en 2013. Donc, Jérôme Cahuzac a encore sorti dans ce nouvel épisode une autre son de cloche aujourd'hui. Donc, au fur et à mesure, on a le sentiment avec Jérôme Cahuzac qu'au fur et à mesure des procès, il y a des révélations tout aussi croustillantes les unes que les autres. Il n'a pas relevé, il estime qu'il a voulu prendre tout cela sur lui parce que vous savez également que Michel Rocard est son mentor politique. Donc il exprime qu'il n'a pas voulu prendre tout ça sur lui. Peut-être, et d'ailleurs on lui a posé la question durant le procès, est-ce parce que Michel Rocard est décédé en juillet que vous avez éprouvé l'opportunité de dire cela aujourd'hui? Il a dit non, comme quoi cela ne pouvait pas entacher l'héritage politique de Michel Rocard. Donc c'est vraiment ubuesque et rocambolesque tout cela. Alors, y a-t-il lieu de craindre une fracture, voire même l'implosion du Parti socialiste sur la base des déclarations de Cahuzac? Je pense que les Français savent faire la part des choses. Michel Rocard n'est plus. Michel Rocard a posé des actes. D'ailleurs que Jérôme Cahuzac précise que Michel Rocard n'était au courant de rien
Donc, je pense qu'il faut que les Français soient suffisamment lucides pour ne pas attribuer ce faux pas, que dis-je, ce dérèglement. Je pense que d'abord la société politique se comporte ainsi, puisqu'on estime que c'était quand même, le compte a été ouvert en 1992 en Suisse et qu'à ce moment, c'est comme ça qu'on finançait les campagnes politiques. On sait très bien qu'il y a les financements occultes qui financent pour les campagnes politiques. C'est clair, cela mobilise beaucoup d'argent. Sauf qu'aujourd'hui, les lois ont évolué et on accepte plus cela, donc c'est pas comme si c'était nouveau en fait. On va sortir de la France pour parler d'autres choses. Les 15e Jeux paralympiques d'été, ouverts le 7 septembre à Rio pour une cérémonie au stade de Maracana, ont failli ne pas avoir lieu. Pour cause, le comité international olympique avait utilisé une partie du budget alloué aux Paralympiques pour compenser le manque de recettes de la billetterie des Jeux olympiques et faire face aux dépenses non budgétées estimées à 7 millions d'euros nécessaires, notamment pour assainir l'eau de la piscine olympique. Je vous propose à présent de regarder ces images sans commentaire pour que nous apprécions un peu les chiffres qui ressortent de ces Jeux paralympiques. Alors finalement, les jeux ont eu lieu et se déroulent d'ailleurs en ce moment, je crois, jusqu'au 12 septembre. 18 septembre. 18 septembre par là, voilà. Maintenant, la question est la suivante. D'où sont venus les fonds favorables à la tenue des Jeux paralympiques qui étaient menacés, bien sûr, de ne pas avoir lieu? Je comprends. En réalité, comme il manquait de fonds, c'est la ville de Rio qui a cotisé, je crois, 47 millions d'euros, 42 millions d'euros par là. Et vous avez aussi le gouvernement brésilien qui a aussi participé à 27 millions, donc pour avoir près de 70 millions d'euros supplémentaires qui ont finalement permis de finaliser l'organisation de ces Jeux paralympiques. Je pense qu'il est intéressant de relever, comme vous le dites dans votre prolongement, la situation politique et critique, notamment économique, que vit le Brésil avec récemment la crise politique qui a débouté Dilma Rousseff du pouvoir au profit de Michel Temer, qui lui a été vivement hué lors de l'ouverture de la compétition. Et aussi, certaines incohérences aussi, c'est que depuis 1984, on n'a jamais assisté à aux Jeux paralympiques sans qu'il y ait la présence du président du comité olympique, l'Allemand Thomas Bach, qui n'était pas de la partie, protestant qu'il était à participer aux cérémonies, les obsèques de l'ancien président allemand, je crois, Schell. Bref, il a eu une excuse pour ne pas être présent aux cérémonies d'ouverture. Le comité international paralympique a annoncé la suspension du comité paralympique russe à la suite du scandale de dopage d'État entre 2011 et 2015. La Russie est-elle restée les bras croisés face à cette suspension? Pas du tout. Et c'est à ce niveau que j'apprécie, si l'on veut, le dynamisme russe qui est toujours en train de prendre les choses en main. Eh bien, la Russie a décidé d'organiser elle-même ces Jeux qui durent, je crois, 3 ou 4 jours. Et voilà, puisqu'on sait très bien que ces athlètes ont été écartés pour fraude et puis autres, dont la Russie a pris sur elle d'organiser de manière parallèle ces Jeux paralympiques. Je pense que, je ne sais pas si on peut avoir encore des chiffres, plus de 4300 athlètes qui représentent 159 pays, 22 disciplines, le football, le hand, le volley et puis tout cela. C'est quand même une compétition. Et je pense que ce sont les 15e Jeux paralympiques. Je pense que c'est quelque chose de grandiose. Permettre aussi aux handicapés de faire oublier leur handicap à eux-mêmes et puis aux yeux du monde. C'est intéressant.
la Russie, en organisant parallèlement ces Jeux paralympiques, n'a-t-elle pas peur d'autres sanctions qui pourraient peut-être intervenir? Oui, je pense simplement que la Russie a estimé que les arguments mobilisés pour l'écarter de la compétition n'étaient pas logiques, n'étaient pas vérifiés, et c'est la raison pour laquelle, pour entretenir la forme de ces athlètes, il y a aussi cela. Quand vous ne participez pas à la compétition, vous ne pouvez pas savoir votre réel niveau, et un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. C'est la raison pour laquelle la Russie a voulu maintenir ses athlètes en compétition. Et vous savez que pour redoubler d'efforts, il faut quelque chose au bout, des médailles, de l'argent. C'est la raison pour laquelle le pouvoir russe a donc décidé d'organiser aussi ces Jeux paralympiques. Un peu plus de 2 semaines après la fin des Jeux olympiques de Rio, les 15e Jeux paralympiques d'été sont organisés dans un pays qui sort d'une crise politique sanctionnée par la destitution de Dilma Rousseff. Le Brésil aura-t-il assez de ressources économiques justement pour supporter la préfète? On espère, parce que au départ on nous a fait indiquer que on avait déjà vendu pour près de 2 millions de billets. Il est attendu que l'on arrive à 2,5 millions d'euros de billets, ce qui serait plus intéressant que les Jeux paralympiques de Pékin en 2008, mais ce qui serait très loin des Jeux de Londres. Donc si on poursuit dans cette même dynamique, on peut arriver à en tirer quelque chose, sauf qu'il faut aussi intégrer le fait que la ville de Rio et puis le gouvernement aient déboursé des sommes qui n'étaient pas notamment pensées au départ pour combler le déficit criard. Donc en réalité, quand on organise une compétition, on en sort toujours vainqueur en termes d'image, aussi en termes de... On vend le pays et on peut donc espérer des retombées à travers la signature des contrats, des partenariats avec les industries et autres. Espérons simplement que cela sera bénéfique pour le Brésil. Alors, Ghislain Kougan, merci d'avoir accepté l'invitation d'International. Nous aurons l'occasion, n'est-ce pas, de suivre, de faire le bilan de ces Jeux qui se terminent, vous l'avez dit, le 18 septembre prochain. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé, merci également. Et à vous, chers téléspectateurs, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre édition consacrée à l'actualité mondiale sur CAM News 24. C'était International. Au revoir.